Bon, bah écoutez, en fait, l'objectif de ce live, c'est toujours pareil, hein, c'est d'essayer de vous donner les derniers tips que j'ai identifiés, les derniers hacks que j'ai testés. Donc, il y en a pas mal pour cette semaine, quand même, que j'ai fait, qui sont plutôt très performants. Si vous avez des questions aussi, pareil, hein, l'objectif, tu vois, Charlène, voit que tu t'es présenté. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent se présenter, ce serait vraiment parfait. Salut Alexandra. Ah ouais, il y a du soleil, hein, tu vois. Je tombe bien, je rentre pile au bon moment quand il y a les restos et il y a le soleil, donc c'est parfait. Mais en tout cas, ouais, ce que je disais, c'est que l'objectif de ces meetings hebdomadaires, on va dire, c'est d'essayer d'apporter un peu plus de clarté sur ce qui se passe dans l'écosystème Growth, d'essayer aussi de vous aider dans votre croissance, dans votre business, dans votre entreprise, tout simplement, parce que c'est souvent un métier, je sais qu'il y a beaucoup de contenu. C'est très chaotique le contenu qu'il y a sur Internet. On n'arrive pas forcément toujours à savoir ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, ce qui est toujours d'actualité ou ce qui ne l'est plus, ou ce qui est justement d'actualité en ce moment. C'est assez difficile de le savoir. Le seul moyen de le savoir, c'est de le tester. Et c'est le rôle des grosses de le tester en général pour ensuite vous mâcher tout le travail qu'il y a derrière. Moi, il y a deux petits trucs que j'ai testés. Je sais pas si quelqu'un a des questions auxquelles on peut répondre tout de suite. Je vois que ça commence doucement à se remplir. Euh, et c'est un truc que j'ai testé récemment, enfin du coup même hier. C'est un truc assez cool que vous pouvez tester. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend vachement de l'audience que vous avez sur LinkedIn. On en parlait hier avec Corentin d'ailleurs. Corentin qui admine aussi ce groupe et qui l'anime. L'objectif, le rôle aussi de Corentin, c'est d'essayer d'être là pour répondre à vos questions. Et effectivement, hier, on s'est appelé. Et le truc que j'ai voulu tester et qui va tester, je crois que tu l'as testé d'ailleurs aujourd'hui, Corentin, je sais pas si je me trompe, j'ai vu un de tes posts sur LinkedIn, c'est d'utiliser les sondages LinkedIn. Les sondages LinkedIn, c'est vraiment un truc de psychopathe en ce moment. Je pensais vraiment pas que ça pouvait être aussi puissant de reach en fait. J'en ai testé déjà par hasard, vraiment. J'avais juste vu ça sur un influenceur américain. Je me suis dit, bah, c'est plutôt pas mal comme format, je vais le tester. Je l'avais testé, j'avais pas eu tant de réponses que ça, mais j'avais quand même fait quelque chose comme 60 000 vues sur un truc assez bidon. C'était faut-il recruter enfin faut-il externaliser sa croissance par une agence growth et j'avais eu quelque chose comme ouais, 60 000 vues et ça m'avait quand même pas mal fait reacher. Donc l'objectif bien sûr de ce type de création de contenu, c'est de créer son audience. C'est-à-dire que forcément il y a un call to action, c'est-à-dire que quand vous faites des posts LinkedIn comme cela qui deviennent hyper viraux, c'est d'inciter les gens à vous ajouter à votre réseau pour créer votre audience de la meilleure manière qui soit. Et donc du coup, j'en ai fait un hier, en l'occurrence, et là, vous voyez, je suis en live, je vais actualiser avec vous, je suis à 91 963 vues. Je peux vous montrer hein, le truc bidon un peu que j'ai fait. Salut Cathy, enfin c'est pas bidon, il y a vraiment un hack derrière que je vais vous expliquer après. Mais enfin, si vous voulez, pour 4 lignes que j'ai faites, c'est vraiment un 2 3 4 ouais, 5 lignes, 6 lignes max, vous arrivez quand même à atteindre 92 000 potentielles personnes. Et donc je pense à la fin de la journée, je vais arriver à 100 000 personnes. Et donc ça, en fait, c'est dû, et je pense, à la nouvelle manière que LinkedIn interprète ou crée son algorithme, qui est de dire, bah, si un sondage réussit bien, ça veut dire que le contenu est intéressant, donc du coup, je vais le pousser pour avoir le maximum de réponses. Vous voyez, moi, j'ai pas tant de réponses que ça. Enfin, en tout cas, depuis hier, j'en ai eu 574, ce qui est pas dégueu en soi. Mais je crois que toi, par exemple, Corentin, tu m'avais dit que tu avais atteint 700, je sais pas en combien de temps. Moi, je l'ai posté hier ça fait 19 heures en gros que je l'ai posté ce truc. Donc je pense que ça va continuer à augmenter dans la journée. Je pense que je vais attendre les 100K à la fin de la journée.
voilà, l'objectif, c'est encore une fois pas de la visibilité. Là, l'objectif, par exemple, de ces personnes-là, c'est justement de les ramener dans la communauté avec nous pour essayer de, voilà, il faut forcément un call to action. Ça sert à rien de faire un contenu pour faire un contenu, pour juste envoyer enfin, la chose que vous avez en tête, quoi. L'idée, c'est d'essayer d'avoir le maximum de personnes. Bon, ça voudrait dire que potentiellement, avec les 184 commentaires plus les 574 votes, on devrait atteindre les 1000 inscrits sur cette communauté. Donc on verra bien. Ce sera la petite surprise du jour. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Voilà, c'est ce que tu me disais, 700 réponses sur le profil, sur un marché assez spécifique. Ouais, bah, Corentin travaille si je ne me trompe pas, sur les devises, c'est ça, sur les marchés financiers. Donc effectivement, et d'ailleurs c'est assez drôle parce que hier on s'est appelé et il m'a dit, ouais, moi il m'a complètement, enfin c'est ton CEO je crois qui avait fait ça. Il m'a complètement explosé, j'avais fait 120 votes sur mon post à moi. Effectivement, ça veut bien dire que votre audience détermine votre reach. C'est-à-dire que forcément, si moi je suis quelqu'un qui a été dans l'écosystème startup, j'ai bossé à The Family et tout, donc j'ai des relations qui sont en lien avec mon activité, ça sert à rien de faire du contenu si vous avez personne de votre audience qui sont dans vos relations ou dans vos abonnés. Et d'ailleurs, même, j'ai envie de dire que c'est pas parce que vous avez des abonnés que vous avez du reach. Ça veut pas dire, c'est pas forcément lié. Moi, je sais que j'ai des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi et qui font pratiquement le même reach que moi. Enfin, par exemple, je regardais un profil de quelqu'un d'assez connu, il est entre 60 80 000 vues par post. Moi, parfois, je vais même jusqu'à 100, voilà, parce que je vous disais, là, je suis à 91 000. Donc, enfin, voilà, finalement, c'est assez étrange ce phénomène. Mais en tout cas, voilà, votre audience doit être vraiment très, très, très bien déterminée. Et du coup, bah, forcément, avec la limitation de LinkedIn, ça devient de plus en plus difficile. Donc, il faut inciter les gens à vous ajouter à son réseau ou alors utiliser le hack que je vous invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube que je peux vous envoyer maintenant que j'avais un peu. Voilà, maintenant beaucoup de gens le refont, hein, ce truc, mais c'est quand même, on en avait reparlé aussi la semaine dernière, mais c'est toujours bien de le rappeler. Je vais vous partager le lien. Hop, voilà, c'est cette vidéo-là. Donc voilà, en tout cas, ça c'est le premier truc, c'est-à-dire d'utiliser les sondages pour faire un lead magnet, ce qu'on appelle. Je pense aussi d'ailleurs, et c'est un truc qui est plutôt marrant à faire avec les sondages, c'est que vous pouvez utiliser la haine des gens contre des posts comme celui que je vous ai montré un peu putaclic pour encore plus reacher. C'est-à-dire que les gens vont, enfin, vous pouvez même mettre une phrase un peu ouais, ferme ta gueule Kevin, ou enfin, on s'en fout de ce que tu racontes. En fait, vous en foutez parce que l'objectif, c'est quand même de ne pas avoir 30% des gens qui répondent ça. Mais les gens qui vont répondre au sondage, quoi qu'il arrive, ils vont vous faire reacher votre publication. Donc, vous pouvez essayer de mettre un truc, voilà, un peu, je sais pas, pour inciter les haters finalement à cliquer sur ce bouton. Moi, c'est pour ça que j'ai dit non, j'en ai pas besoin, merci. Donc, je sais que c'est des haters qui vont dire ça. Et il y en a peut-être 10%. Voilà, il y a 10% de haters en général, mais ces 10%-là, quand même, vous rajoutent une centaine. Je peux vous regarder là en live. Il y a combien de haters en tout? Voilà, il y a 60 haters en tout. D'ailleurs, je suis assez chaud pour que vous veniez, si vous avez le temps, d'aller voter et de voter mon truc sur mon post. Donc voilà, ça c'est les deux hacks en un, c'est-à-dire d'utiliser les sondages pour pouvoir avoir plus de reach et aussi d'essayer d'utiliser une phrase, une catchphrase un petit peu pour les haters qui seraient pas contents par vos trucs. Un truc à pas faire, c'est d'utiliser plusieurs réponses, c'est-à-dire oui, je suis chaud, moyen chaud, plutôt chaud, parce que ça en général, ça va être un peu plus galère après à extraire. Le truc aussi qui est cool avec les sondages, c'est que vous avez, enfin, c'est-à-dire qu'en fait LinkedIn c'est une énorme passoire. Vous pouvez utiliser LinkedIn pour pouvoir récupérer des informations sur tous vos concurrents, c'est-à-dire un concurrent qui a posté quelque chose, vous pouvez aller récupérer les personnes qui ont commenté, vous pouvez aller récupérer les followers d'une entreprise, par exemple. Du coup, je vous recommande aussi d'aller sur ma chaîne YouTube si vous voulez regarder cette vidéo-là. Ça s'appelle Comment voler les clients de mes concurrents. Je peux vous la retrouver rapidement. Tac, 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 voilà, c'était celle-là. Ça, je vous invite aussi à le faire. Ça vous montre vraiment que c'est une passoire.
LinkedIn. Et du coup, ce qui est bien avec les votes, pour terminer cette phrase interminable, c'est que vos concurrents ne peuvent pas accéder aux résultats. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accéder aux gens qui ont voté ou non. C'est confidentiel. Il n'y a que vous qui pouvez voir comment récupérer ces informations-là. Donc ça, c'est plutôt très cool. C'est-à-dire que personne ne peut vous voler quoi que ce soit. Voilà, donc les deux hacks. Pour résumer, utiliser les sondages pour faire reacher, utiliser les haters pour pouvoir, enfin des petites phrases de haters pour inciter les haters du coup à quand même vous faire reacher sans qu'ils en aient conscience. Et la troisième chose, c'est de ne pas utiliser plusieurs éléments, donc chaud, pas chaud, machin, etc. Même si ça peut vous faire plus reacher, après c'est un peu plus galère pour pouvoir scraper les trucs. Et la quatrième chose, c'est ce que je voulais vous dire, c'est de comment maintenant on récupère les liens des personnes qui ont commenté, qui ont commenté ou qui ont du coup même pas commenté, qui ont répondu au sondage. Ça, c'est la grande question. Moi, ce que j'utilise, et c'est assez simple à utiliser, c'est une extension Chrome qui s'appelle Data Miner. Là, malheureusement, je ne peux pas faire un partage d'écran. Je ne crois pas que ce soit possible. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà cet outil-là. Mais en tout cas, ça fonctionne. C'est-à-dire que vous allez vous téléchargez Data Miner. Je vais vous mettre le lien aussi dans la description. Hop, c'est ça. Voilà. Et en fait, avec ça, vous pouvez récupérer au moins les URL LinkedIn des gens. C'est assez simple d'utilisation, hein. Vous avez juste à cliquer, à appuyer sur un bouton, je crois que c'est le C. Vous cliquez sur le type d'information que vous voulez récupérer, vous cliquez sur URL et derrière vous scrollez. Juste la seule chose à faire en fait, c'est de scroller jusqu'en bas. Ça vous prend 30 secondes et en un clic vous récupérez les 529 URL des personnes qui ont liké votre post. C'est quand même déjà pas mal. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a une fonctionnalité scrolling, mais en fait, elle va scroller derrière l'écran. Parce que vous avez une pop-up qui arrive pour les sondages. Et du coup, ce qui va faire l'extension, c'est que ça va scroller derrière et pas devant. Donc, il faut forcément, du coup, que vous scrolliez vous à la main. C'est pas très grave. Voilà un petit peu pour les hacks. J'espère que c'est clair. En tout cas, quelque chose à expérimenter. On n'avait pas eu l'occasion de parler des techniques de copywriting la semaine dernière, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je pense que on parle de ce petit hack de sondage, mais si vous n'avez pas un format et un bon style d'écriture sur LinkedIn, ou même sur les réseaux sociaux, ou même sur les ads, hein, vous n'allez pas réussir forcément à atteindre autant de personnes que ce que j'ai réussi à atteindre par exemple avec ce post. Et même si vous voyez, hein, si on analyse mon post, je ne sais pas si vous êtes si vous êtes devant, c'est un AIDA tout bête et méchant, hein. C'est vraiment le truc le plus basique du monde. Comme quoi vous pouvez utiliser des formules AIDA qui est attention, intérêt, désir, action. L'intérêt de ce truc, c'est que quand vous n'avez pas trop de techniques de copywriting, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt cool à utiliser, des formats d'influence comme ça, parce que en fait, ce qu'on vous apprend à l'école, c'est de structurer par thèse, antithèse, synthèse. Et en fait, c'est des techniques d'écriture qui sont très bien pour la rédaction, mais qui ne sont pas du tout bien pour permettre aux gens d'acheter votre produit ni votre solution. Donc le mieux, c'est d'utiliser et de synthétiser ces idées sur des frameworks. Donc moi, mes préférés, c'est Pass, Problème, Agitation, Solution et AIDA. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi Before, After, Bridge. Donc en gros, vous commencez par les situations d'avant, la situation d'après et quel est le chemin entre les deux. Ça, c'est plutôt très cool. C'est un peu ce qui est utilisé pour les analogies, par exemple. C'est des choses qui marchent plutôt très bien. Il y en a aussi d'autres que j'aime bien. Attendez, je vais vous dire ça dans 30 secondes. C'est ouais, fonctionnalité, avantage, bénéfice. C'est le FAB. La seule difficulté avec ça, c'est qu'il faut vraiment réussir à se focus sur la fonctionnalité et faire une distinction entre les avantages et les bénéfices. Et c'est le seul truc qui est un peu plus délicat et un peu plus difficile à avoir. Mais celui-là, je l'aime bien aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a AIDA, Pass, Before, After, Bridge. Et en fait, vous n'avez pas besoin de faire des textes à rallonge pour faire du copywriting, clairement. Même d'ailleurs, moi, le mot copywriting, je trouve que c'est un mot qui n'est pas du tout bien utilisé aujourd'hui parce que vous pouvez faire passer des messages assez facilement. Bab, Before, After, Bridge, ouais, c'est pas mal. Le pass, c'est plus dur, il faut vraiment être bon. Ah ouais, tu trouves? Moi, je trouve que justement, le pass, il est plutôt simple.
Il est même plus simple que le AIDA, tu vois. Enfin, c'est mon avis. Après, chacun est à l'aise avec son framework. Mais je sais que moi, avec les personnes avec qui je bossais et qui faisaient 300, 400 vues par post et qui sont passés à 100 000 en moins d'une semaine, ils adoraient utiliser le pass. Bon, après, à la fin, en fait, quand tu apprends le AIDA et le pass, en fait, tu fais un espèce de mix de tout ça. Et en fait, ça fait du coup parfois des posts qui n'ont aucun sens et du coup, c'est vraiment des posts putaclic. Mais en tout cas, ouais, enfin, voilà, AIDA, pass, je trouve que c'est quand même pour moi les plus simples à utiliser. Après, ça dépend vachement de votre cerveau et de ce que vous arrivez à faire. Mais ce que je disais, c'est que vous avez le copywriting, en fait, c'est pas. Et vous voyez plein de gros hackers. Vous voyez aussi, par exemple, Benoît Dubos, même parfois Grégoire Gambato. Enfin, voilà, tous ces gens-là, ils font des posts hyper longs sur LinkedIn. Bon, c'est très bien, mais vous n'êtes pas obligé de faire des posts hyper longs pour reacher. Vous l'avez bien vu avec mon post, par exemple. Je suis à 100 000 vues et franchement, 100 000 vues, c'est pour 4 lignes, c'est incroyable quoi. Et en fait, le copywriting, je trouve qu'il est mal défini à la base parce que dans le terme copywriting, il y a le mot writing. Et en fait, c'est pas ça le copywriting, c'est pas que de l'écriture, c'est aussi de comment vous arrivez en fait à faire passer un message. C'est plus ça, et vous pouvez faire passer un message de plein de manières différentes. Euh, Par exemple, les analogies sont vachement utilisées dans les images. Moi, si vous allez sur mon site, vous allez voir, il y a un tableau. Bon, je ne me suis pas non plus foulé plus que ça. À la base, je voulais d'essayer d'imaginer des images, des trucs comme ça. Mais vous avez un tableau avant, après. Donc avant la solution, après la solution. Ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien. C'est ce qu'avait fait, par exemple, Intercom, qui est une solution, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Intercom, mais Intercom est hyper célèbre. C'est un chat pour les consommateurs. Et eux, ils avaient très bien utilisé ça. Je peux vous montrer. After, before, je peux vous montrer. Il y a des images de ça, voilà. Typiquement, cette image-là, je trouve que c'est une énorme. C'est un très bon exemple de copywriting. Je vais vous montrer. Tac, 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 tac. Tac. Voilà, celui-là. Hop. Je trouve que ça, c'est un très bon exemple de copywriting. Vous avez la façon à l'ancienne et la nouvelle façon. Effectivement, en fait, sur cette image-là, vous voyez qu'à gauche, c'est un énorme bordel. Vous avez des messages de partout, des intermédiaires de partout. Et en fait, ce que résout vraiment Intercom, c'est ça. Enfin, c'est juste un passage entre votre consommateur et vous. Donc je pense que c'est des choses qui sont... Voilà, ça c'est typiquement c'est une analogie que vous pouvez faire, c'est before, after bridge quoi. En fait, là avec juste ce framework là, on peut utiliser cette image là. Donc soyez créatifs, je pense que c'est vraiment la meilleure manière pour moi d'apprendre le copywriting, mais aussi un autre élément que je trouve hyper important. Moi j'avais donné j'ai donné un cours à HEC. Et l'objectif, c'était justement de leur apprendre des techniques de copywriting à la base. Et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, il y a la plupart des gens ne prennent pas conscience du pourquoi ils font ça. La plupart du temps, vous êtes constamment focalisé sur des fonctionnalités, sur des avantages, enfin, sur vraiment des trucs, on s'en tape quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, j'avais une des étudiantes qui faisait partie de cette classe-là qui disait voilà, moi moi je fais une marque de vêtements et en fait, je recycle les nouveaux vêtements pour pouvoir en faire de nouvelles marques. Du coup, elle a testé les techniques et les frameworks que je lui filais et, qu'est-ce que tu partages Ah ouais, dans ça, Corentin, faut pas faire, hein. Faut pas partager des frameworks de. Faut pas partager des frameworks. Enfin, moi, je suis pas du tout fan des templates d'email comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup de concurrents qui le font, mais ah là, il y a les AIDA, c'est pour ça que tu voulais dire ça. Ok, d'accord. Ouais. Ok, ouais, ok, super. Non, ouais, c'est des bons exemples, mais juste fais pas des copier-coller sur ces trucs-là parce que c'est vraiment le pire truc à faire quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de concurrents qui font ça justement. Lemlist l'a fait aussi beaucoup. Il a fait un site carrément pour répertorier tous les emails qui fonctionnent. Mais l'erreur dans tout ça, et moi je le vois de dingue avec les personnes que j'accompagne, c'est en fait vous faites un copier-coller, une translate avec un DeepL, et derrière vous faites un copier-coller de l'email quoi. Enfin, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il
faut essayer de juste essayer de s'inspirer et de trouver des trucs créatifs ou pas. Moi, c'est mon conseil. Après, voilà, vous faites un peu comme vous voulez, mais je sais que j'ai jamais eu de résultat à faire des copier-coller sur des messages. Mais en tout cas, pour comprendre les frameworks, effectivement, c'est une bonne ressource. Euh, du coup, ce que je disais, c'est que par rapport à cette marque de vêtements de, de vêtements recyclés, en fait, ce qu'elle disait dans ses frameworks AIDA et PASS, c'était que bah, avant, les vêtements coûtaient cher et les marques dépensaient énormément, enfin, consommaient énormément d'énergie pour pouvoir faire des vêtements. Aujourd'hui, avec ma marque, c'est fini. On recycle des vêtements, donc on est hyper éco-responsable, etc. Donc c'est before, after, bridge. Vous voyez, c'est un peu le truc. En gros, si on devait faire un before after bridge, c'est les marques aujourd'hui consomment énormément d'électricité. Imaginez un monde où les marques feraient ci, ça et seraient beaucoup plus éco-responsables. C'est justement la mission de ma marque. Voilà, ça c'est before after bridge. C'est un exemple assez simple. Du coup, là, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Mais en fait, fondamentalement, c'est pas le pourquoi elle fait ça. Le pourquoi, ça c'est le comment en fait. Elle va faire des marques recyclées qui sont éco-responsables, fine. Mais c'est pas le truc qui va vendre. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas le truc qui va vendre. Et ça, je pense qu'elle va vite s'en rendre compte. Ce qui va vendre, c'est d'avoir des vêtements que vous aimez acheter, qui vous plaisent, qui sont bien customisés, qui sont de bonne qualité, qui peuvent durer plus longtemps, par exemple. Donc ça, c'est 3 arguments de vente. Par exemple, on pouvait faire un before-after bridge qui serait vos vêtements, à cause de la surconsommation des produits type Zara, etc., ne durent en moyenne que 2 semaines. Voilà. Par exemple, typiquement, l'image que je viens de vous montrer en copywriting, je trouve qu'elle serait hyper forte avec cet exemple-là. Se dire, durée d'un vêtement chez Zara, en moyenne 3 mois, durée des vêtements chez ma marque, en moyenne 10 ans. Voilà. Bah, en fait, clairement, ça te donne un truc, ok, mais en fait, le prix il est justifié juste par le fait que ce vêtement-là, tu vas pouvoir l'acheter. Enfin, tu vas l'acheter et le garder plus longtemps, donc c'est un investissement rentable. Signification de passe, Alain, c'est problème, agitation, solution. Pour reprendre l'exemple des marques de vêtements qui sont recyclés, le problème dans ce cas-là, c'est qu'en fait, les vêtements aujourd'hui ne durent que 3 mois. Agitation, ceci est dû justement au fait que la surconsommation, l'obsolescence programmée pousse les marques à surconsommer, à fragiliser les vêtements pour pouvoir vous faire acheter plus. Solution, du coup, ma solution pour remédier à tout ça, c'est de récupérer des vêtements qui n'ont pas été créés pendant cette période néfaste et de pouvoir les recycler, de pouvoir les remettre à neuf, comme neuf. Et du coup, vos vêtements dureront beaucoup plus longtemps, 10 ans de plus. Donc même, tu peux me faire une garantie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça, c'est des trucs qui marchent hyper bien dans le copywriting et dans la vente, c'est de faire des garanties. Moi, c'est des trucs je me suis beaucoup intéressé aux infopreneurs. Les infopreneurs garantissent des résultats. Moi, j'étais pas à l'aise avec le fait de garantir des résultats, même si je sais qu'en fait, tous les étudiants avec qui j'ai eu, ils ont eu des résultats à la fin. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu bullshitter de faire des garanties parce que de toute façon, tu vas jamais te plaindre, quoi. Enfin, il y a plein de trucs qui vont biaiser ce truc, donc je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la question, mais je sais que ça fait un peu trop infopreneur justement de faire des garanties, mais je me rappelle en tout cas pour des vêtements, c'était Eastpak, je pense qu'on a tous eu un Eastpak à l'époque. Bon, ça c'est une marque dont on parle jamais, mais je trouve qu'en fait c'est des génies en growth. Les mecs ont quand même ils garantissaient votre Eastpak à vie, quoi. Et le seul truc qui arrivait de temps en temps, donc déjà vous envoyez jamais votre Eastpak parce que vous aviez la flemme de le réparer, et le seul truc la plupart du temps qu'ils avaient à réparer, c'était juste le zip, quoi, qui au coût, franchement, coûte 10 centimes à réparer. Avec plaisir, Alain. N'hésitez pas, parce que là je parle tout seul depuis 30 minutes, je peux partir sur plein de sujets différents, mais si vous avez des problématiques, surtout n'hésitez pas à les dire sur le message. Du coup, cette marque-là me faisait des garanties et je pense que ça a été un gros facteur de conversion sur leurs produits, autre chose que d'autres ne faisaient pas. Donc sur certains produits, je trouve que c'est intéressant de faire des garanties, sur d'autres un peu moins. Sur du service, par exemple, je trouve que c'est un peu délicat parce que
La plupart du temps, ça va vachement dépendre ça va vachement dépendre en fait de l'engagement de l'étudiant, quoi. Enfin, par exemple, sur les formations que vous allez faire, que ce soit Germinal, moi ou peu importe lequel, euh, c'est, 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 voilà, si vous n'êtes pas à fond dedans et que vous n'avez pas bien suivi les trucs, et que ou alors vous faites une expérience hyper carrée, hyper shadée, vraiment vous prenez l'étudiant par la main et vous l'emmenez tous les jours, vous le réveillez à 9 heures pour pouvoir faire ses trucs, vous lui faites des devoirs. En fait, l'obligation de résultat, elle est un petit peu dans les écoles un peu old school, quoi. Enfin, les écoles de commerce, enfin même pas les écoles de commerce, les lycées, collèges, etc. J'avais vraiment l'impression que on avait cette sensation que les professeurs avaient des obligations de résultats sur leurs trucs, donc ils te poussaient à faire des devoirs, des trucs qui te faisaient chier. Donc en fait, pour moi, au final, l'éducation, c'est juste d'essayer d'amener une passion. C'est-à-dire, il y a une phrase que j'aime bien, c'est l'éducation, c'est pas d'emplir un vase, c'est d'allumer un feu. C'est une phrase de Montaigne, ouais, c'est une phrase que j'adore depuis plusieurs années. Et je pense que l'éducation est ça. Donc si tu fais une garantie de résultat sur un vase qui est plein, tu n'iras jamais au-dessus du vase, quoi. Donc pour ça, c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal avec ça. Alain, tu me dis qu'à titre d'exemple, je garantis à 95% le succès du recrutement de commerciaux. Bah ça c'est super, ça c'est top. Donc du coup c'est des métriques qui sont tangibles sur lesquelles avec lesquelles t'as déjà bossé, quoi. Donc ça rassure énormément le client. Mais effectivement, c'est un bon argument. Ça, c'est plus une preuve sociale, tu vois, qu'une garantie, j'ai l'impression. Garantie, ça voudrait dire, en fait, ça voudrait dire que tu inciterais ton client à te payer. Tu vois, pour moi, la garantie, c'est plus ça. C'est que tu me payes la commission que j'ai à te faire, et en fait, je vais le trouver après. Et tu as 95% de chances que tu l'aies. Tu vois, t'as pas d'engagement dans le truc que tu dis, en fait. La garantie, elle t'engage pas. Enfin, je sais pas. C'est une façon de voir le truc. Euh, ouais, au niveau des services, c'est sûr que c'est un peu plus délicat. Mais après, enfin, il y a peut-être un truc à craquer, hein. Franchement, pourquoi pas tester le truc? Moi, je sais que par exemple, ce qui peut être cool, c'est plutôt des preuves de concept, c'est-à-dire de faire. Moi, j'ai testé, ça n'a pas du tout marché. C'était de je vous le dis, hein, c'est un truc qui n'a pas marché, mais peut-être que vous allez réussir à mieux l'exécuter que moi. C'est que j'avais testé de faire des interviews de 30 minutes pour une dizaine de personnes, pour juste les aider dans leur business. Euh, c'est voilà, les gens se voulaient juste leur filer 30 minutes de coaching avec moi, et en fait, ça va pas du tout marché. Je sais pas vraiment pourquoi, je pourrais pas vous donner la réponse, mais en fait, voilà, ça n'a pas marché. Donc ça, c'est une preuve de concept, une espèce de garantie dans le sens où tu vas passer 30 minutes au téléphone avec la personne. Forcément, en 30 minutes, ça va être difficile de répondre à toutes ces problématiques. Mais derrière, ça peut lui soulever plein d'autres problèmes. En fait, le truc, c'est que dans le copywriting en général, moi, il y a une histoire que j'aime bien raconter. C'est un copywriter qui est arrivé sur scène et qui posait la question, bon, voilà, on va vendre des burgers ensemble. On a créé une boîte de burgers. Et cette boîte de burgers, on a le droit d'avoir un avantage concurrentiel sur tous les autres. On a le droit d'avoir un seul avantage concurrentiel. Et du coup, les gens ont commencé à répondre dans la salle. Alors voilà, c'est quoi l'avantage que vous voulez? Les gens ont commencé à répondre, moi je veux un burger à 1 euro, moi je veux m'appeler McDonald's, moi je veux des livraisons par drone, moi je veux ci, moi je veux ça. Finalement, à la fin, le speaker commence à dire, OK, vous prenez tous les avantages concurrentiels que vous voulez, moi j'en veux juste un, c'est d'avoir une foule affamée en face de moi. Et je pense que c'est ça le copywriting, c'est d'essayer enfin, c'est un terme pas très joli, mais d'essayer d'affamer un peu vos prospects. Et effectivement, si vous restez 30 minutes au téléphone avec moi, je pense que vous allez potentiellement identifier des leviers d'acquisition, des leviers de croissance auxquels vous auriez peut-être pas pensé avant. Et du coup, à la fin du call, vous allez peut-être penser que vous avez des problèmes et essayer de trouver une solution à ce problème, que ce soit moi ou avec quelqu'un d'autre. En fait, je vous ai juste un peu donné un peu plus fin qu'initialement. Donc c'est plus intellectuellement, mais l'idée, je trouve que l'analogie est plutôt cool. Alain, tu as une question. Si le commercial recruté ne donne pas satisfaction au bout de 6 mois, mon client peut à nouveau utiliser les tests qu'il m'a achetés sans surcoût. Ah d'accord, tu fais des tests. Faudrait qu'on en discute plus en détail, ça dépend vachement de ton secteur d'activité. Effectivement, le recrutement, c'est vraiment, pour le coup, je sais pas quelle technique toi tu utilises, Alain, mais clairement, il y a des gros sujets. Moi, je suis en train d'ailleurs,
Je sais pas si c'est des choses d'ailleurs, pour garantir un résultat comme celui-là, tu vois, je sais que je suis en discussion avec pas mal de personnes en ce moment qui font du recrutement de commerciaux. Et effectivement, tu te dis, bah, en fait, on va mettre en place des services annexes qui vont augmenter la garantie. C'est-à-dire, par exemple, bah, j'ai besoin d'un commercial qui connaisse les techniques de grosse. Ok, on va recruter un commercial qui est bon en commercial, mais derrière, on va lui proposer la formation de Kevin en plus, qui est gratuite parce qu'elle est payée par les OPCO, CPF, enfin voilà, toutes les aides de l'État. C'est juste un investissement peut-être du candidat de payer la formation avec son CPF, mais bon, en soi, de toute façon, ça lui coûte rien. Ou avec l'OPCO de l'entreprise qui dit, ok, ce candidat, il m'a l'air vraiment dingue. En revanche, j'aimerais bien qu'il connaisse ces techniques-là, donc du coup, je vais lui faire cette formation-là. Et du coup, en fait, tu as un partenariat, tu vois, de quelque chose qui garantit un résultat derrière. Et ça, c'est quelque chose, c'est hyper intéressant à mettre en place. Du coup, au moins, t'es un peu plus solidaire sur le résultat et tu rajoutes vraiment une preuve intéressante. Mais en tout cas, voilà, pour le copywriting, ça fait déjà presque 33 minutes qu'on est là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, il y avait d'autres trucs que je pouvais aborder, mais enfin, franchement, ça m'embête un peu de parler seul. Corentin vient nous poser une petite question toi, tu testes pas mal de trucs aussi en ce moment. Est-ce que tu as quelque chose à partager? Ah bon, on en discutera alors, Laurent. On en reparlera après la conférence si tu veux. Et, euh, et ouais, bah du coup, en tout cas, le recrutement, c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper en vogue en ce moment. Bon, bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vais continuer dans mon pitch solitaire. Euh, Surtout, n'hésitez pas. Moi, j'ai découvert du coup un truc. À la base, en fait, le post que j'ai fait aujourd'hui, c'était juste un test. Je savais pas du tout quoi poster. Euh, du coup, j'étais assez content des résultats, même si au final, j'ai un peu la pression d'envoyer le truc que j'ai découvert. Mais ce que je vous propose de faire, si vous voulez regarder le truc que j'ai testé, c'est d'aller sur mon profil LinkedIn. Vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn et vous allez sur mon profil LinkedIn, je vous l'envoie. Tac, voilà. Et vous pouvez aller directement sur mon image. Je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant comme fonctionnalité. Donc, c'est pas encore tout à fait. C'est pas sur tous les navigateurs ni sur toutes les. Ils sont en bêta en ce moment. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir. Mais en fait, vous pouvez utiliser une espèce de story qui vous permettent de vous présenter rapidement. Ce qui fait que en quelques secondes, vous pouvez donner des informations à votre prospect et augmenter vos taux d'acceptation. Je trouve ça vraiment intéressant pour le coup de faire des images dynamiques comme ça. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en fait aujourd'hui, votre profil LinkedIn, c'est comme une landing page. Je pense même qu'une landing page aujourd'hui, c'est moins performant qu'un compte LinkedIn. Il faut vraiment utiliser voilà, je ne sais pas si vous avez des, comment dire, des pages, même des pages LinkedIn ou des profils LinkedIn qui vous ont incité à vous inscrire sur un site, mais si ça a été le cas, il faut vraiment essayer de s'en inspirer et d'essayer de trouver des éléments de copywriting qui sont hyper intéressants, soit en suivant des frameworks AIDA, classiques, hein, ou alors d'essayer de faire voilà, je sais pas, essayer de trouver des éléments qui vont rassurer votre prospect. Moi, par exemple, un truc que j'aurais bien aimé tester, que j'ai pas encore fait, mais ce serait d'essayer de mettre en post des use cases. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vous travaillez avec... je n'ai pas encore testé, mais c'est une idée que j'ai eue. Ça pourrait être intéressant de tester. Après avoir le taux d'impact que ça aura, forcément, parce que si c'est juste pour accepter des gens... sur votre profil, voilà. Bon, bref, ça peut quand même avoir un impact. Et ça pourrait être aussi hyper intéressant si vous ajoutez quelqu'un. Vous ajoutez voilà, des use cases des résultats de vos clients qui ont bossé avec vous. Par exemple, j'ai bossé avec Danone. On a eu plus 30% de résultats grâce à une campagne Facebook Ads. Enfin bref, vous racontez ce que vous avez fait avec ce client-là. Vous mettez un petit lien de description qui redirige vers le truc. Dans ce lien de description, vous mettez un lead magnet. Et du coup derrière ça peut potentiellement amener du lead organiquement. Comment sait-on que ta photo cache une vidéo? En fait, il faut juste mettre ta souris sur mon profil
sur mon profil LinkedIn, normalement tu peux regarder. Et en fait, ça, tu vois, tu as un petit cercle orange autour et tu me vois parler et tu peux cliquer dessus et voir ce que je dis. Cathy, pleine découverte et depuis je prends beaucoup d'informations et je m'y prends un peu et je m'y perds un peu beaucoup. Ouais, bah ça je comprends totalement que tu t'y perdes. Moi je suis totalement perdu aussi, hein. Franchement, si je devais apprendre le gros aujourd'hui, je sais pas du tout où j'irais. Même si je trouve que c'est extraordinaire. Cathy, on pourra en discuter après, après le call avec plaisir. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est très difficile pour moi d'apprendre le gros aujourd'hui parce que vous avez des milliards de personnes, enfin des millions. Moi, à l'époque, moi, quand j'ai commencé à faire du gros, déjà, je savais même pas que je faisais du gros. C'est ça qu'il faut vous dire, hein. C'est que à la base, le gros hacking, c'est de l'entrepreneuriat pour des gens qui n'ont pas de thunes. Enfin, pour moi en tout cas, c'est comme ça que ça a commencé, donc je vois pas pourquoi c'est comme ça que ça finirait pas. Euh, en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à entreprendre quand j'avais 19 ans. J'avais monté une petite boîte, enfin, c'était même pas une boîte, c'était juste un petit projet que je faisais avec des gens pour pouvoir jailbreaker d'iPhone à l'époque et le revendre à mes potes. Et j'avais fait ça, je gagnais à peu près 500 000 euros par mois, c'était pas grand chose, mais ça m'avait fait bien marrer cette expérience-là. Et puis en fait, je me suis rendu compte que les gens, fondamentalement, avaient un blocage intellectuel pour apprendre des choses. La plupart du temps, et je pense que c'est même de faire un site WordPress aujourd'hui, c'est extrêmement facile. Ouais, exactement, Alain. C'est le cercle orange qui indique qu'il y a une vidéo. Exactement. Ouais, ouais. Et du coup, tu mets juste ta souris dessus et ça te montre ma tête et mon message. Le message, j'ai un peu travaillé, mais je pense que tu peux faire mieux, hein, mais voilà, tu me diras ce que tu en penses d'ailleurs. Euh, et ce que je disais, c'est quoi? Du coup, tu as commencé à entreprendre. Et en fait, moi, quand j'ai voulu lancer une boîte, ma deuxième boîte, du coup, j'ai arrêté ce truc. Je me suis rendu compte que les gens avaient des difficultés pour apprendre des choses qui me paraissaient simples, donc de faire des sites WordPress, utiliser des CMS, des Wix, peu importe, utiliser des templates sur Internet. En fait, les gens, je pense que fondamentalement, ne savaient pas chercher sur Google à l'époque. Donc du coup, moi je le faisais, j'ai créé une agence web, j'avais recruté des gens qui travaillaient pour moi, donc je gagnais plutôt bien ma vie à l'époque, j'étais entrepreneur à 20 ans, et à la suite de ça, ce que j'avais vraiment voulu faire, et je pense que c'est l'erreur que tout entrepreneur veut faire, c'est d'essayer d'aller résoudre un problème. En fait, la plupart du temps, tu as envie quand tu es entrepreneur d'avoir absolument je sais pas, de faire un Facebook ou d'essayer de faire un truc que tout le monde va utiliser. Et moi, c'était une entreprise qui s'appelait Bedwell à l'époque, qui permettait d'organiser des voyages entre amis. Ça n'a pas du tout marché, c'était un énorme échec. Et en fait, toutes les techniques que j'ai fait pour cette boîte-là étaient des techniques de gros hacking. Et en fait, je suis tombé sur une vidéo d'Oussama Hamar, je pense que comme la plupart du temps, c'est lui qui a amené cette connaissance en France, qui parlait du gros hacking. Et quand j'ai écouté cette vidéo, je me suis senti tout de suite, je me suis tout de suite reconnu dans ce métier-là. Et j'avais un profil un peu geek, qui était marketeur, un peu créatif, un peu data, etc. Euh, mais du coup, ouais, ouais, bah, c'est ce que tu dis, Corentin, bien sûr, c'est une mentalité, mais je pense que surtout, c'est surtout de l'empathie et de la créativité, je pense. C'est beaucoup ça, tu vois, parfois tu fais des petits trucs. Moi, ça m'est déjà arrivé enfin, par exemple, je prends un exemple tout con, je sais pas si vous avez Netflix. Mais Netflix, vous regardez le hack tout con, hein, typiquement, vous avez des gens sur votre plateforme, etc. Le hack qui met en bas de l'écran passer à la vidéo suivante dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est un hack qui a dû améliorer des statistiques de malade mental. Genre, franchement, c'est juste une bannière qui va rediriger notre vidéo. Et je pense qu'en termes d'impact, résultat et exécution, ils sont hyper intéressants. C'est hyper intéressant comme manière de procéder. Et je pense que fondamentalement, le gros hacking, c'est ça, c'est de la créativité, de l'empathie, euh, et, et, et voilà, sur ces aspects-là. Et ce que je vous racontais, moi, sur l'expérience que j'avais eue sur cette boîte-là qui avait échoué, parce que du coup, je perds le fil et je reviens après ce matin, c'est un peu comme ça, c'est qu'en fait, j'avais échoué cette boîte-là, et j'étais rentré du coup après dans l'écosystème startup de The Family, et j'avais commencé à faire des formations, etc. Mais moi, à l'époque, il n'y avait pas de formation de gros hacking. Personne ne faisait des formations de gros hacking à l'époque. C'était pas du tout. Moi, je savais même pas ce que c'était le CPF. Et le CPF, je sais pas si vous savez aujourd'hui, mais c'est des crédits de formation que vous avez
quand vous étiez salarié. Et en fait, par exemple, j'ai 2 000 € de crédit de formation que je peux dépenser, je ne sais même pas ce que je vais en faire. Et du coup, ça, vous pouvez les dépenser pour acheter une formation. Mais moi, si j'avais su qu'il y avait des formations qui existent aujourd'hui, c'est sûr j'en aurais choisi une. Mais entre toutes, je ne sais pas du tout laquelle j'aurais choisi. Parce que, en fait, ça dépend vachement de l'état d'esprit. Chacun a sa vision du gros. Il y en a qui sont très bons dans la création de contenu, il y en a qui sont très bons sur LinkedIn, il y en a qui sont très bons dans la tech. Franchement, à la fin, c'est fatigant. Je pense que le truc le plus simple, et là où la connaissance sur Internet, elle a ses limites, je trouve, c'est qu'il faut réussir à juste prendre ce qu'il y a à prendre, synthétiser ses idées et appliquer en fait les choses que vous avez apprises sur votre business à vous. Parce que je pense que vous n'avez pas de méthode miracle pour lancer une boîte. La seule chose que vous avez, c'est que vous pouvez aller plus vite que vos concurrents euh, grâce au gros hacking et vous allez forcément dépenser moins d'argent pour apprendre de votre marché. Mais je pense que fondamentalement, le truc qui va vous permettre de plus apprendre, le mieux apprendre de votre marché, c'est d'avoir vos clients au téléphone tout le temps, quoi. Et forcément, vous allez vous tromper, forcément, vous allez galérer au début. Même moi, aujourd'hui, je me dis, j'ai fait des erreurs au début qui étaient invraisemblables, quoi. J'aurais préféré ne pas les faire. Enfin, aujourd'hui, je me dis, pourquoi je les ai faites, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est un apprentissage constant. Moi, le conseil que je peux vous donner, vraiment, vous avez plusieurs choix en fait. C'est soit vous apprenez seul et en fait vous allez galérer. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Franchement, c'est en toute objectivité. C'est pas parce que je fais des formations, mais c'est vraiment en toute objectivité depuis que je fais des formations. Même si j'avais été grosse à l'époque, je vous aurais dit de faire une formation qui est le chemin le plus rapide pour moi pour accéder à son truc. Mais je pense que tous ceux qui ont appris le gros seul et qui sont pas prêts à faire une formation ici aujourd'hui seront d'accord avec moi pour dire que apprendre le gros hacking seul en ligne, c'est hyper compliqué parce que tu as des trucs que tu apprends tous les jours, tu as des choses qui changent tous les jours. Tu dois être en veille sur les outils, tu dois savoir où chercher, tu dois savoir qui suivre, etc., etc. En vrai, c'est un énorme bordel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de te faire coacher. Donc du coup, c'est-à-dire de rentrer dans une boîte avec un gros hacker qui va t'apprendre des trucs. Ça, c'est, je pense, la meilleure manière de faire. L'une des meilleures manières de faire. Mais le truc, c'est qu'en fait, lui, il va souvent t'apprendre des trucs qui sont liés au modèle de business dans lequel tu vas évoluer. Ce qui fait qu'en fait, si tu travailles dans un SaaS, tu vas être un bon gros hacker SaaS. Si tu travailles dans la formation, tu vas être un bon gros hacker dans la formation, qui sera très spécifique à ton modèle. Ou alors, la dernière étape, c'est de prendre, la troisième façon de faire, c'est de prendre une formation. Mais en fait, la formation aujourd'hui, c'est un espèce de chaos parce que tu as des gens qui vont t'apprendre à faire de la rapide expérimentation et des gens qui vont t'apprendre à faire, je sais pas, d'utiliser tous les canaux possibles et inimaginables. Genre, par exemple, typiquement, apprendre AdWords, apprendre Facebook Ads. Franchement, enfin, pour moi, tu n'as pas besoin d'une formation Facebook Ads, d'une formation Google Ads pour faire du Google Ads, quoi. Tu prends ton compte, tu te crées un compte Ads, tu vas dessus, tu fais ta publicité, tu fais sur un Canva facile et enfin c'est hyper facile à utiliser Facebook Ads. Il n'y a pas de 36 000 choses à savoir. La seule chose un peu technique à comprendre, ça je vous l'accorde, c'est d'utiliser le pixel. Voilà, pixel Facebook. Franchement, c'est le truc un peu chiant à faire. C'est-à-dire le pixel Facebook, c'est en fait un élément de code que Facebook vous donne à mettre sur votre site qui va analyser les personnes qui viennent sur votre site pour ensuite faire du retargeting. Ça, c'est le seul truc un peu chiant. Mais si vous êtes dans une phase d'acquisition, honnêtement, les segmentations sur Facebook, il y a tout le monde qui sait le faire, hein. C'est pas du tout compliqué. Et le retargeting, bah en fait, ouais, vous regardez des tutos sur Internet, vous allez vous en sortir. Je pense que c'est pas non plus très compliqué. Et puis vous demandez à des gens, mais fondamentalement, vous n'avez pas besoin, pour moi, au début de votre boîte, de faire forcément du retargeting parce que c'est. Enfin, ou alors vous mettez un pixel sur. Enfin, vous mettez tout simplement un pixel très simple, faites simple au début, des personnes qui se sont connectées à moins de 30 jours et vous leur montrez une publicité pendant moins de 30 jours. Mais vous n'avez pas besoin de segmenter sur les gens qui ont ajouté au panier, les gens qui ont cliqué sur ce bouton, les gens qui ont fait ci, les gens qui ont fait ça. Tout ça, vous vous en foutez pour l'instant. De toute façon, vous n'avez pas assez de visiteurs sur votre site pour pouvoir scaler ça. Ça, c'est dans une deuxième phase. En fait, c'est pour ça que je dis que vous faites des formations grosses, c'est bien, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre tout ça. Au contraire, ça va vous embrouiller.
Ça va vous dire, ok, en fait, il y a possible de faire ça. Ah putain, sur mon site, j'ai un ajout au panier. Il faut absolument que je configure ça dans mon Google Tag Manager. Ah, attends aussi, j'ai ce bouton-là qui ramène sur cette page-là. Il faut absolument que je fasse une ads qui redirige vers les gens qui ont cliqué sur ce bouton-là. Mais en fait, non, what the fuck, on s'en fout. Vous avez 100 visiteurs par mois. Genre, essayez au moins de mettre juste un retargeting sur les personnes à moins de 30 jours et fine. Vous verrez ensuite après. Vous allez recruter des gens qui sont meilleurs que vous pour le faire. Vous n'avez pas besoin de devenir expert Facebook Ads. Pareil, vous n'avez pas besoin de devenir expert Google Ads pour moi. Enfin, bref, voilà, c'est mon point de vue. Pour moi, le gros hacking, vous n'avez pas besoin d'être bon dans tout. La seule chose qu'il faut être bon, c'est d'avoir la curiosité nécessaire et l'état d'esprit qu'il faut. Quand je parle d'état d'esprit, je ne parle pas de mindset, hacker, machin, tout ça. Je parle de comprendre comment fonctionne Internet, comment fonctionnent les outils. Typiquement, quand vous comprenez un petit peu comment fonctionne Google, moi, j'ai pas, par exemple, un exemple tout con, je n'ai pas du tout de compétences SEO. Pourtant, vous tapez formation gros hacking sur Google, vous allez voir Lyon dans la boîte dans laquelle j'étais qui est en première position, moi qui suis en troisième, parfois ça bouge, ça monte, ça évolue, parfois je suis premier, parfois je suis troisième, bref, on se fight un peu sur ça. Enfin, j'ai juste fait des petites actions en posant quelques questions sur l'algorithme Google de savoir comment il fonctionne, quoi. Enfin, il n'y a pas de secret derrière ça, il n'y a pas Si vous allez dans une agence SEO, je suis sûr que la personne si j'avais payé quelqu'un pour me faire un positionnement sur SEO, je suis pratiquement sûr que ça m'aurait pris plus de temps et que j'aurais eu moins de résultats. Enfin, je te dis ça pratiquement, j'en sais rien, mais en tout cas, sur les petites actions et le temps que ça m'a pris pour arriver en première position sur Google, franchement, c'était pas du tout un time consuming, quoi. C'était 5-10 minutes par jour que je faisais. J'analysais mes positions et je regardais comment ça marchait. Donc vous voyez, moi je suis pas expert SEO, pourtant, et c'est le meilleur exemple pour prouver qu'en fait vous n'avez pas besoin d'être expert dans tout. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'une socle de compétences pour savoir qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui, comment fonctionnent les algorithmes, que ce soit Facebook, LinkedIn, Insta, bref, tous ces trucs-là, comment ça fonctionne, comment vous devez les utiliser pour pouvoir maximiser une audience. Parce qu'encore une fois, dans le marketing et dans le gros, c'est ce qui s'applique le plus, c'est de créer son audience. Une fois que vous avez une audience, vous faites tout ce que vous voulez avec cette audience. C'est vraiment la différence, c'est d'essayer de ramener quelque chose quelque part pour pouvoir ensuite leur vendre quelque chose. C'est un truc d'influenceur un petit peu, mais finalement c'est ce qui marche aujourd'hui. De connaître tous ces outils et méthodes. Bah ouais, je suis d'accord avec toi, Alain, c'est un énorme bordel, surtout que sur, par exemple, la prospection, toi dans ton métier, si tu fais du recrutement, tu as du prospecting, tu as du Wallaxy qui est arrivé, tu as du Sales Machine, etc. Mais je pense que c'est pas une question forcément d'outils, tu vois. C'est une question c'est plus une question par rapport au prix, au nombre au temps que tu as aussi que tu dois utiliser ces outils, tu vois. Parce que moi, par exemple, je paye pour un outil de prospection, mais j'ai plus vraiment besoin de faire de prospection. Et je sais que j'ai plus le temps du coup de faire de l'outbound et pourtant je continue de payer pour un outil que j'ai payé pendant 6 mois. Donc c'est par rapport au prix, au temps, à l'engagement que tu veux mettre et surtout aux méthodes que tu veux mettre en place avec ces outils-là, quoi. Je pense que aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué. D'ailleurs j'ai trop hâte que ça sorte. C'est mon extension là qui vient de Sales Room qui est en train de sortir, qui est en demande sur Chrome. J'ai vraiment hâte. Là, ils m'ont refusé pendant un mois, hein, donc c'est pour ça que ça a pris autant de temps. J'espère que là, ça va. J'ai essayé de camoufler mon extension. Donc j'espère que là, ça va être bon. Mais cette extension, en fait, te permet d'ajouter des gens automatiquement dans des séquences et de créer des scénarios de prospection hyper personnalisés. Mais en tout cas, voilà, je pense que tu vois, sur les méthodes de prospection classique, je trouve que c'est assez difficile quand même de se dire ok, je vais faire que de la prospection parce que c'est chronophage, c'est chiant. C'est juste, tu choisis l'outil en fonction du prix, du temps que tu es prêt à y consacrer, des fonctionnalités avec lesquelles tu es à l'aise et des automatisations, intégrations que tu veux faire avec, quoi. En fait, au final, ils font tous la même chose, faut pas déconner. Il y a aussi autre chose, un autre élément, je pense, qui te permet de choisir, c'est la technologie. Typiquement, moi je suis pas du tout fan des extensions Chrome par exemple pour faire de l'automatisation LinkedIn parce que LinkedIn est tu peux très facilement repérer que t'as une extension installée sur ton ordinateur. Parce qu'en fait, une extension Chrome, c'est juste un script qui est envoyé sur un site internet. Donc en fait, c'est un bout de code, une application qui envoie des sites sur tout le LinkedIn pour pouvoir faire ces informations-là. Donc en fait, forcément, LinkedIn, il le voit, tu vois. Il voit votre compte, il vous voit passer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et bam, vous faites bannir votre compte et vous êtes foutu. Donc ça, c'est la technologie Chrome, donc je suis pas trop fan. La meilleure technologie, selon moi, c'est la technologie app. Donc c'est ce qu'utilise la grosse machine, par exemple. C'est pour ça que c'est aussi cher. LinkedIn Helper aussi l'utilise. Même d'ailleurs, aujourd'hui, Phantom Buster
euh, qui a une technologie dont je suis pas fan non plus. Il y a son concurrent Texo qui lui a créé une application que vous installez sur votre ordinateur, donc qui est disponible sur Mac et PC, et dans laquelle en fait la technologie qu'il est utilisée, c'est vu que c'est une application qui est installée sur votre ordinateur, c'est incapable, c'est impossible que LinkedIn, que LinkedIn vous crame quoi. Ouais, Data Miner c'est une extension Chrome, mais l'usage il est différent, tu vois. Tu vas pas automatiser avec l'extension. Tu vas juste absorber des informations. Voilà. En fait, en gros, de toute façon, t'as pas d'autre choix que de faire ça sur une. Enfin, t'as pas d'autre choix que de scraper avec une extension Chrome parce que dans le pire des cas, enfin, en tout cas, les vrais scrappers codeurs, ils vont aller sur la console et ils vont taper des trucs, ou alors ils vont directement créer un robot qui va se lancer en Python, en JavaScript, ou un truc comme ça. Mais en vrai, pour scraper 500 personnes qui ont commenté un post, tu vois, ça va, c'est pas non plus un truc de dingue. Mais si tu fais de l'automatisation, si tu fais euh, des envois de messages, si tu fais ouais, ce genre d'action, je pense que c'est pas forcément une bonne chose d'utiliser des extensions Chrome pour faire ça. Ceci dit, l'extension Chrome LinkedIn Helper, mine de rien, on a beau dire ce qu'on veut, elle était quand même vachement bien sécurisée. Je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur du code, par exemple de Prospectin ou Alaxi ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme extension Chrome de prospection. Il y a DuckSoup aussi, il y a Lidin. Lidin, je crois qu'ils ont fait une application maintenant. Euh, mais en tout cas, ouais, ils vont de plus en plus tous vers les applications, quoi. Donc, bon, moi, je sais que de manière en termes de sécurité, c'est quand même un peu plus facile. Scrapping d'offres d'emploi, c'est-à-dire, ça c'est hyper facile à faire les scrapping d'offres d'emploi hein, sur LinkedIn ou même partout, les job boards, c'est hyper simple. D'ailleurs, dans quelques semaines, je ferai un vidéo sur du scrapping avec Python. Très nice ça. Très très nice. Ouais, alors enfin, franchement, sur savoir coder, c'est pareil, hein, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, je trouve que c'est super intéressant de savoir comment ça fonctionne. Surtout le Python, je trouve que c'est hyper intéressant de savoir d'utiliser pour ce qui est les interprétations d'API, par exemple. Je sais, j'avais fait un script Python pour permettre à mes commerciaux d'automatiquement enrichir le numéro de téléphone avec Lusha ou avec des API comme ça. Ça, c'est plutôt cool, même si aujourd'hui des outils comme Zapier vous permettent assez rapidement de le faire. Mais voilà. Donc voilà, sur Python et sur le code. Trop cool, j'ai hâte de voir ça, Corentin. Tu vas nous montrer comment tu utilises le code Python. Déjà, comment installer aussi Python sur son ordinateur. C'est quand même une première étape. Pour le terminal, t'as l'impression d'être un gros hacker alors qu'en fait, tu fais pas de trucs de dingue. Mm. En tout cas, voilà. Bah écoutez, il reste 5 minutes. Je sais pas si vous avez des questions. On a parlé de plein de sujets. J'espère que ça vous a apporté pas mal de choses. En tout cas, sur les hacks que je vous ai montrés, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Essayer de tester un sondage. C'est vraiment un truc qui va pas. Là, je vois qu'on n'a pas été beaucoup. En plus, vous avez de la chance, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui vont l'utiliser. Mais en tout cas, c'est vraiment le truc qui marche. Utiliser les sondages comme Lead Magnet. Essayez aussi de voir votre taux. Moi, depuis que j'ai fait ça, honnêtement, enfin, j'ai fait il y a 2 jours. Franchement, j'ai vu la différence du nombre d'acceptations que j'ai. Donc, je sais pas si c'est forcément lié à ça. Je vais attendre encore une semaine, mais j'ai vraiment l'impression que pour le coup, ça change la donne. Merci beaucoup à tous, et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des messages si vous avez des personnes que vous avez invitées dans le groupe. On va quand même faire une sélection sur les personnes qui ont commenté mon post. Mais l'objectif, c'est ça, c'est de vous partager un peu les derniers trucs à la mode. Et la semaine prochaine, il y en aura aussi. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Ciao!